Bienvenue dans la review du chapitre 1138 de One Piece. La mini-aventure commence par Ouzou. Ouzou est de retour, Ouzou n'est pas mort. Bon, Ouzou, on le sait, il est nié à Nika, c'est le premier personnage du coup qui nous introduit réellement le guerrier libérateur en tant que tel, et du coup le petit flashback avec la récupération du fruit du démon par Shanks. Et ce personnage-là est important, mais surtout personnellement, j'espère qu'il ira vers un lien vers un perso qui m'intéresse beaucoup plus, et c'est le seul personnage qui m'intéresse réellement à Wano Kuni actuellement, c'est King. King le Lunaria, King qui attendait Joy Boy, King qui, en attendant Joy Boy, a été défait par le Nakama de Joy Boy, Zoro, et qui a vu du coup le nouveau Joy Boy réussir à vaincre son capitaine, Kaido. Donc à voir où tout ça va nous mener. J'espère réellement qu'on va aller vers là et qu'il y aura un retour de King, une réintroduction de King dans l'histoire, dans la trame principale. Je le souhaite sincèrement. Et on enchaîne directement par Loki. Loki et Shamrock. Loki, il a des bandages aux yeux, mais il voit. Je sais pas comment il fait, mais il voit réellement le visage. Là, on parle pas d'intention avec le haki, on parle du visage. Il voit distinctement le visage de Shanks, du coup, via Shamrock, et d'où le sujet de la discussion. Et ça mène sur un point intéressant, ça mène sur une déception. Une déception de Loki envers Shanks. Comme si, du coup, il y avait un respect important de Loki envers Shanks. Il est déçu que ce dernier soit retourné à Marijois. Et du coup, il le met dans le même bateau que son frère. Et c'est un élément pour moi intéressant. J'ai hâte de voir le flashback de Shanks et de Loki, du coup, sur leur affrontement dans les mers, voir où ça peut nous mener, mais il y avait un lien, un lien qui a été mis en place par Oda de par la réaction de Loki, et au-delà de ça, derrière, la réaction de Shamrock. Shamrock qui décide de ne pas l'affronter lui-même, d'utiliser du coup son Pokémon. Il a clairement invoqué un Arcana à 3 têtes. Cet Arcana à 3 têtes qui a un rôle aussi important, qui a blessé grandement Loki. On s'attendait tous à un affrontement Luffy-Loki potentiellement, avec peut-être l'aide de Zoro ou Zoro-Loki, n'importe, mais un affrontement de Nakama très fort contre Loki. Mais si jamais les Mugiwara se dirigent bel et bien vers Loki à la fin, ils vont retrouver un Loki, un géant, aux portes de la mort. Parce qu'il lui dit Shamrock, si tu survis à ça, et même Loki, quand il prend le coup, juste avant de prendre le coup, il nous fait comprendre que comment je vais survivre à ça. Donc s'il survit à ça, on demandera merci à Chopper, déjà. Et par la suite, ça va directement tout changer. Mais Shamrock a un plan. Donc du coup, le plan initial envoyé, créé par le gouvernement mondial ne lui plaît pas. Pour lui, ça ne peut pas fonctionner. Il va prendre du coup les rênes de tout ça, et on s'éloigne encore plus d'un God Valley bis. On s'éloigne complètement de, de ce God Valley, et on se dirige vers un kidnapping d'enfants. Donc voilà, ça a l'air d'être une personne très intelligente, très stratégique, euh, sans un monstre comme tout l'était de Ryobito, mais avec un vrai plan derrière. Donc il parle d'invoquer un nouveau personnage, un nouveau chevalier divin pour un kidnapping d'enfants, peut-être avec ses caractéristiques et ses pouvoirs qui lui permettront de kidnapper beaucoup plus facilement des enfants, en sachant que il y a l'école. Du coup, où est-ce que tu vas trouver les enfants? Tu vas forcément les trouver à l'école, là où il y a actuellement des Mugiwara. Donc à voir comment cette trame de l'histoire va évoluer. Mais Shamrock quitte du coup cette scène, quitte déjà Loki. Est-ce que Shamrock va quitter l'île ou pas, et que le rôle du coup derrière cette mission sera donné à un autre? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il va encore être présent sur cette île. Ils ont dû bouger immédiatement. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, peut-être que quelqu'un arrive à ce moment-là, peut-être que la personne avec l'escargophone arrive déjà. Parce que juste après, la scène qui suit, c'est Luffy, du coup. Luffy qui est dans le château. Et c'est marrant parce que une autre théorie qui tombe à l'eau, c'était la théorie, bon, on n'y croyait pas, mais cette théorie existait, comme quoi les géants allaient mettre du coup l'attaque du château euh,
sous l'étendard des Mugiwara et que les Mugiwara allaient être responsables. Mais ça n'avait pas de sens en tant que tel, parce que du coup, Ashruddin et les anciens géants ont une confiance absolue aux Mugiwara. Ashruddin s'est allié aux Mugiwara, il fait partie, c'est une alliance unilatérale, mais c'est une alliance quand même, il fait partie de la flotte des Mugiwara. Donc comment douter d'un seul coup de son capitaine comme ça n'a pas réellement de sens et réellement d'intérêt en tant que tel? Non. Non, le levier qui est employé actuellement, c'est le levier pour parler de Shanks. C'était Shanks, on connaît Shanks, il vient à Elbaf, on a reconnu, c'était Shanks. Luffy dit immédiatement c'est impossible, et là on parle d'un frère. Est-ce que peut-être c'était le frère de Shanks, quelqu'un de sa famille? Et là Luffy répond, non, non, sa famille c'est Rayleigh, c'est Roger, c'est ses Nakama, son équipage, bon à l'exception de Baggy. Ce qui est bête, c'est parce que Baggy aime littéralement Shanks. Parce que du coup, on l'a appris durant le flashback à Wano Kuni, euh, post-Wano Kuni, et que du coup, Baggy le clown voulait prendre la mer avec Shanks, mais au-delà de ça, il voulait être sous les ordres de Shanks. Il voulait que Shanks soit son capitaine. C'est une preuve de respect et d'amour incroyable. Shanks ne l'a pas fait. Et Shanks a dit que c'est pas le moment. Et pourtant, il a créé un équipage avant le retour de Joy Boy. Donc potentiellement, ce n'était pas le moment parce qu'il devait aller à Marijois. Il devait aller à Marijois, peut-être pour prendre des informations sur le fruit du démon qu'il allait rechercher, peut-être qu'il était en mission, peut-être même qu'il a pleuré dans les bras de Roger, parce que durant ce flashback du siècle oublié, durant les informations qu'ont appris Roger, peut-être qu'ils en ont plus appris sur la famille Fingerland, peut-être que la famille Fingerland a un lien fort avec le siècle oublié, à voir, à voir comment tout ça va être utilisé, mais ça expliquerait pourquoi est-ce que Shanks a dit à Baggy le clown, ce n'était pas le moment. Parce qu'il aurait pu partir en mer, construire son équipage, mais il a mentionné le fait que ce n'était pas le moment. Bon, en tout cas, ce lien avec Baggy et cette réflexion de Luffy, c'était assez drôle. Quand nous, on a le passif, maintenant, on a l'explication. Et on a surtout la vraie relation entre Baggy et Shanks. Donc c'était plutôt sympa. Mais on se retrouve à parler directement de Shanks. Et là, comme de par hasard, au moment où il énonce du coup les membres de sa famille, il y a le fameux personnage qui du coup était dans le Cap des Jumeaux, en train de boire un petit thé, un petit café ou de l'alcool, j'en sais rien, avec du coup Crocus. Et il apparaît à ce moment-là. Et je pense que c'est pas anodin. Et s'il apparaît à ce moment-là, c'est que derrière ce personnage, qui potentiellement du coup, il y a de grandes chances, soit Gaban, va nous parler de Shanks. Ou tout du moins va nous donner des informations réelles sur Shanks. Parce que Shanks est clairement lié à Elbaf. Au-delà d'être lié à Elbaf, dans le scénario, dans l'histoire et dans ce que nous raconte dans cet arc-là, il y a un réel lien avec Shanks. Quand on arrive et la première fois qu'on va à les rivages d'Elbaf, c'est avec au-delà du flashback en temps réel de Big Mom, c'est avec Shanks sur place qui maltraite Kid. On arrive, Loki, la première chose dont on parle, c'est de Shanks. Le frère jumeau de Shanks débarque. On en apprend un peu plus sur le lien avec son frère. On apprend que Shanks a déjà été à Marijois. Et là, la première chose, quand Luffy rentre dans le château, on nous parle de Shanks et on nous parle de sa famille. Et là, il y a forcément Gaban qui arrive, membre de cette famille, énoncé par Luffy. Il va donc pouvoir nous donner des informations, mais tout tourne autour de Shanks. Donc c'est intéressant de pouvoir augmenter le lore autour de ce personnage-là. Donc pour moi, Gaban va arriver, et là, on va en apprendre beaucoup plus. Et c'est l'utilité, parce que moi-même, je me demandais pourquoi Gaban? À quoi est-ce qu'il allait servir? On a déjà eu Rayleigh, Luffy veut pas des informations sur le One Piece, je vois pas Gaban, même sur la notion de puissance, je vois pas Gaban apprendre quelque chose que Rayleigh n'a pas appris. Luffy, actuellement, je pense qu'il est largement au-dessus, ou du moins il est au-dessus de Gaban. Donc j'arrivais pas à avoir d'intérêt. Mais là, finalement, si l'intérêt c'est d'avoir des informations sur Shanks, sur cette famille, sur la famille de Shanks, là c'est ultra intéressant et pertinent. Et surtout derrière, si en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, on nous donne une information complémentaire sur l'homme à la cicatrice de feu et sur le dernier road poneglyph, bon, bah là c'est Gucci, c'est parfait. Et juste après ce panel-là, bon, bah là, c'est le moment où tout le monde est devenu fou, où Twitter est devenu fou. La dernière fois que Twitter est devenu fou comme ça, c'était pour le Ilrier de Roger. La dernière fois que j'ai vu autant de personnes s'enjailler et devenir complètement dingues autour de One Piece, c'était à ce moment-là. C'était pour le Ilrier de Roger. Et là, c'est un moment incroyable. Incroyable en deux temps. Au début, bah, du coup, il y a Franky qui arrive tout proche de l'écorce de l'arbre. Et sur cette écorce de l'arbre, il y a du coup une fresque qui est faite. Et cette fresque-là,
Ce triptyque, du coup, en 3 temps, est énoncé en parallèle avec, du coup, bon, je vais le dire à ma façon, je peux me tromper, le texte Laye, Aye, Lai, bon, voilà, ce texte-là, ce texte-là, je sais pas comment on le prononce, que Robin va lire, du coup. Et en parallèle, on a la superposition de ces 2 images dans ces 2 temps et c'est tout bonnement incroyable. C'est tout bonnement incroyable parce que ça nous a fait un effet assez fort, ça nous a fait un effet, Zou. Ça nous a fait l'effet Zou. Parce que Azo, du coup, on a eu cet effet de se dire: «On est à la fin de One Piece». Azo, on nous apprend réellement comment trouver le One Piece avec les 4 autres poneglyphes. On nous donne une clé, ce qu'on nous a jamais donné avant dans l'œuvre. Et là, on nous montre, on nous projette l'histoire, l'univers de One Piece. Au-delà du siècle oublié, on va encore plus loin. Et ce qui est encore plus dingue, l'effet que ça nous donne, toute proportion gardée, c'est que derrière, Luffy, je le trouve encore beaucoup plus petit que ce qu'il était. L'univers de One Piece est tellement riche, Luffy devient minuscule et paradoxalement, il devient énorme. Je vais vous expliquer, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, quand on prend les 3 âges et on prend le premier âge, le dernier âge avec Aragorn qui est un personnage important, mais Aragorn, il est minuscule dans tout cet univers de Tolkien et pour autant, il est immense par sa destinée et c'est ce que je retrouve avec Luffy et c'est ce qui crée et c'est ce qui donne cette impression d'immensité dans le lore. C'est quand ton héros, tu le trouves tout petit dans l'immensité de l'histoire, mais tu le trouves important dans le destin, dans ce qu'il va apporter. Et ce ressenti-là donne de la richesse, mais encore plus de richesse à l'œuvre de One Piece. Et c'est clairement ce que j'ai ressenti quand on était face à ce triptyque. Je me suis dit, mais face à ça, le fils est petit, il est tout petit, il est tellement grand à la fois. Et cette impression-là, c'est génial parce que personnellement, ça te donne ce sentiment de réussite. De réussite d'être arrivé jusque-là, de te dire ça tient le coup, putain, ça tient et c'est encore plus grand que ce qu'on pensait. Et c'est vraiment sympa. Bon, là, du coup, on va pouvoir parler de cet élément complètement dingue en 3 parties, en 3 mondes. J'y rentrerai pas dans le détail absolu parce que il y a lundi, mercredi plus précisément, mais lundi, il y a un live. Et on va parler du coup de cette théorie en détail et la vidéo sortira mercredi prochain. Donc bon, je vais pas vous teaser, sinon ça sera une redondance absolue, mais je peux parler du chapitre ou tout du moins, ou des éléments, avec initialement le premier monde. Le premier monde, pour moi, il est assez clair, clair pour tout le monde, je pense. L'industrialisation, l'avancée ultra technologique, donc un peuple qui avançait extrêmement en termes. Soit c'est des humains, soit ce ne sont pas des humains, mais quoi qu'il arrive, c'est des êtres extrêmement avancés. Pour ma part, je pense que c'est des humains. C'est des humains qui sont allés chercher du coup de l'énergie sur la Lune, et qui ont pillé les ressources de la Lune et qui sont revenus sur Terre et qui ont soumis les hommes. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est mon frérot Henrik qui pense que du coup, ils étaient sur la Terre, ils sont allés sur la Lune, ils sont revenus sur la Terre. Moi, initialement, je pensais qu'ils venaient de la Lune, mais le problème, c'est de se dire, bah, s'ils viennent de la Lune, la Terre, elle est juste en face. Pourquoi rester sur ce caillou? Il y a la Terre bleue juste là. Bon, ça me paraît un peu bizarre, donc potentiellement, c'est plus un peuple qui a extrêmement avancé, qui est parti sur la Lune, qui a pillé ses ressources, et qui est redescendu quand du coup il n'y avait plus d'énergie possible, et qui était extrêmement avancé. On le retrouve en plus avec la fresque des nerfs, avec tous les petits robots, et là on se part du principe qu'il y avait des esclaves. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que les esclaves prièrent le dieu soleil. Donc ça veut dire que le dieu soleil existait avant même qu'il soit esclave. Il priait donc. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, dans One Piece, on n'aura jamais de notion divine en tant que telle. Il n'y aura pas de dieu. Si on doit faire un parallèle, et les gens le font à juste titre avec Skypiea, Skypiea, Ener était considéré comme un dieu, il avait le titre de dieu. Mais ce n'était pas un dieu. C'était un humain avec les fruits du démon. Donc je pense que le fameux dieu de la terre, dans cet âge-là, qui s'est allié au dieu serpent pour vaincre du coup ce dieu soleil, c'était 3 hommes. 3 hommes, hommes ou femmes. Voilà, bref, c'était 3 individus. Et ces 3 individus-là, on est peut-être à la genèse des fruits du démon. Fruits du démon qui n'appartenaient qu'à un certain élite, qui ne voyageait pas à travers le monde, qu'on n'avait pas la capacité, ou tu ne peux pas tomber sur des inconnus comme ça, lambda, avec des capacités surnaturelles, non. Je pense que seule l'élite avait cela, et du coup cette élite était considérée comme des dieux, à part entière. Dont le dieu de la terre, dont le dieu serpent, et dont le dieu soleil. Il y a eu l'affrontement, le dieu soleil a perdu, et du coup l'obscurité a gagné. Et on retombe sur le deuxième monde. Le deuxième monde, on nous parle d'éléments importants, on nous parle du clan de la Lune et de la demi-lune. On peut penser à juste titre que les clans de la demi-lune,
c'est ce peuple de la Lune qui est revenu et qui s'est mélangé avec le peuple de la Terre et on retire cette notion de «pur sang» entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de pur sang et ce qui fait que du coup les peuples de la demi-lune peuvent être de tout race et de ton genre. Il peut y avoir des géants, il peut y avoir de ce qu'on veut. Parce que du coup, ils se sont mélangés au peuple, aux habitants de la Terre, et donc c'est devenu les peuples de la demi-lune, potentiellement. Ça peut être une explication, ou il peut y en avoir plein d'autres. À vous de me dire en commentaire, vous pensez du coup ce que c'est que le peuple de la demi-lune. Peuple de la lune, ça semble clair. Demi-lune, beaucoup moins. Donc à vous de nous dire, et je sais qu'il y en a plein qui font une corrélation avec le dé. Peut-être. Peut-être que vous avez raison, peut-être pas. Moi, vous savez ce que je pense du dé, on en a parlé, et surtout ce qui est intéressant avec le dé, c'est Doctoress. Quand elle nous parle la toute première fois du dé, c'est elle, et elle nous parle surtout de volonté propre, de volonté du dé. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on nous dit que la prophétie ou la vision vient d'eux. Donc, on a un élément de réponse, du moins un segment de réponse, quand on se demande, mais comment est-ce qu'ils savent pour le retour de Joy Boy? Comment est-ce que Oden sait que dans 20 ans, Joy Boy sera de retour, il faut ouvrir les frontières, qu'il y ait une grande guerre qui englobera les mers, qui retournera les océans? Comment est-ce qu'il a cette information-là? Et du coup, bah, ça viendrait d'une vision. Un peu comme Shirley qui a une vision, ça viendrait d'une vision d'un peuple de la Lune et de la demi-lune, potentiellement, qui ont donné l'information à Joy Boy. Mais l'autre information aussi, c'est sur cette énergie qui apparaît dans le premier monde et qui fait que du coup, en termes de technologie, ils ont pu avancer de manière exponentielle. C'est parce qu'ils ont créé un soleil. Ils ont créé Mother Flame, en peut-être mieux, mais ils avaient cette énergie infinie. Et cette énergie infinie disparaît durant le siècle oublié. Après le siècle oublié, cette énergie disparaît, et c'est pour ça que le gouvernement mondial, avec IM, récupère du coup Mother Flame. Parce que cette énergie, ils ne l'ont plus. Et c'est pour ça que du coup l'arme antique n'était pas utilisée pendant tout ce temps. Ça répondait à la question de se dire euh, pourquoi utiliser des navires de la marine quand tu as une arme antique. Ça n'a pas de sens, il y a une incohérence. Non. La cohérence, c'est qu'ils n'avaient pas l'énergie et que cette énergie a disparu. Donc est-ce que Joy Boy a réussi, in fine dans sa défaite, à au moins retirer cette énergie destructrice des mains de Im? À voir. Vous en saurez peut-être plus lundi et vous me direz du coup ce que vous en pensez. Et ce qui est intéressant pour moi réellement et qui va dans la théorie, que je vous ai déjà parlé du coup en partie, c'est que pour moi les fruits du démon se sont démocratisés en tant qu'humains et les humains sont devenus des dieux à ce moment-là. C'est durant le siècle oublié, durant ces 100 ans, que les humains ont eu accès, les humains lambda, qu'on soit esclaves, pauvres ou quoi qu'est-ce, ont eu accès aux fruits du démon. Ils ont eu la possibilité du coup de se transformer et de devenir des dieux. D'où la phrase. Et c'est pour ça que Roger nous dit: mais Joy Boy, j'aurais aimé vivre à ton époque. Imaginez une époque complètement folle où vous avez la capacité, vous voyez du coup les rêves des gens devenir réalité. Les rêves des gens devenir réalité. Ça doit créer une anarchie monumentale. Vous êtes le guerrier libérateur, vous libérez les peuples. Forcément, il y a libération, il y a destruction. Mais vous réalisez le rêve des gens. Et derrière, il y a forcément cette notion de liberté absolue, a forcément une conséquence. Parce que Roger, ce Joy Boy, du siècle oublié, Luffy, et peut-être même tout simplement le tout premier guerrier libérateur d'il y a 8000, 9000 ans, on n'a pas de temporalité exacte, durant le premier monde, le lien qui les unit à mes yeux, c'est le rêve. Le fruit du démon, en tant que tel, qui est ici du coup, ce fruit du démon-là, là, il a sa volonté propre. Il a sa volonté propre, un peu on parlait du Seigneur des Anneaux avec l'anneau, mais cette volonté propre, c'est le rêve qu'il porte. Il porte le rêve du créateur de ce pouvoir. Et ce rêve-là, du coup, c'est pour ça qu'il se laisse manger et il est guidé, il va en direction d'une personne qui partage ce rêve-là, cette notion de liberté. Et le rêve de Luffy, il prend vie quand dans l'œuvre? Il prend vie quand les trois frères échangent et il est en corrélation avec le rêve de Sabo, avec le désir de Sabo. Si vous reprenez le chapitre où Luffy dit bah alors mon rêve c'est, il y a la vague et il se fout de sa gueule, initialement il répond à qui? Il répond à Sabo, avec son désir. Je vous laisse aller le voir, dites-moi, on en parlera beaucoup plus lundi. Et je vous ai donné un bête d'indice là, c'est plutôt pas mal. Mais il y a cette notion de rêve, et ce fruit du coup a traversé le temps et a permis du coup à un nouveau Joy Boy de le prendre, d'aller jusqu'au bout. Donc pour moi,
les fruits du démon en tant que tels, ils se sont démocratisés pour au-delà de certains membres de l'élite, ils sont démocratisés au monde, la Terre entière, durant ce siècle oublié. C'est ce qui fait que les hommes sont devenus des dieux. D'où cette expression-là. Et ensuite, il y a notre monde à nous. Notre monde à nous, du coup, actuellement, avec Luffy. Luffy qui, du coup, est devenu Nika et il porte en lui, comme le dit très bien Barbe Blanche, du coup, depuis l'Antiquité, il porte un fardeau, sans même le savoir, sans même le vouloir. Et ce qui est intéressant, c'est que Barbe Blanche nous dit qu'une fois que le One Piece sera découvert, il déclarera la guerre au monde entier. Oui, ce trésor, il va se trouver. Et vous craignez que ça arrive, mais ça arrivera. Ce jour arrivera. Donc, ça va être intéressant ce jour-là. Ce jour-là, on a hâte de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. C'est ce fameux troisième monde. Dans la fresque, je sais qu'il y a un litige entre les gens sur Twitter, je l'ai vu. Ceux qui pensent que du coup, ça représente le deuxième monde ou ça représente le troisième monde, ma réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas de... L'un ou l'autre, c'est pareil. Cette fresque peut représenter les deux. Parce que Joy Boy et Luffy ont le même pouvoir. Au-delà d'avoir mangé ce fruit du démon-là, ils ont le pouvoir de rassembler. Et ils ont rassemblé ces peuples. Les peuples qu'on voit dans la fresque sont imputables, soit à le deuxième monde, soit au troisième monde. Et à part pour le Lunaria, parce qu'il reste plus que King dans notre monde, et s'il vient attaquer, il vient attaquer avec une seule aile. Je sais pas s'il est capable de voler aussi bien avec une seule aile. Mais en tout cas, on peut corréler ces informations aux deux mondes. Et à la flamme, on dit oui, mais c'est Mother Flame. Oui, mais Mother Flame existait avant, cette énergie du soleil existait avant. Peut-être même que Mother Flame, ce n'est rien, parce que, comme le dit Vega, il ne maîtrise pas entièrement encore cette énergie. Elle a pris Vega Trahison a pris, York a pris un échantillon minime, sans essayer de se faire remarquer pour essayer de faire fonctionner l'armantique. Donc cette énergie infinie Mother Flame, actuellement, n'est peut-être rien comparé à l'énergie qu'il y avait en place à l'époque et qui a disparu pendant ce siècle oublié et qui réapparaît maintenant sous le nom de Mother Flame. Donc ça veut dire que pendant le siècle oublié, durant cette bataille, ce pouvoir du soleil existait déjà. Donc c'est imputable aussi au deuxième monde comme au troisième monde. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à essayer de savoir si c'est le deuxième et le troisième. Parce que le résultat c'est le même. L'ennemi c'est le même, les peuples sont les mêmes. La seule différence c'est qu'il y a les boucaniers, on le voit, vous le verrez à droite de la fresque, au milieu, durant le deuxième monde ou troisième monde. Donc on voit des boucaniers, donc peut-être que certains penseront que Kuma et sa fille viendront dans l'affrontement final. Je l'espère pas, je pense que Kuma il a assez donné. Il a assez donné, c'est bon. Et d'autres qui pensent que c'est la boune, la baleine. Mais je ne pense pas que ça soit la boune, la baleine, parce qu'il n'y a pas besoin de la boune. On oublie, mais le roi des mers, les rois des mers qu'on a entendu parler durant le flashback de Roger avec Roger et Oden, ils parlent des baleines. Les baleines attendent ce moment. Donc les baleines étaient des acteurs. Ils ont été des acteurs de la guerre du siècle oublié, grâce à la voix de toute chose. Grâce à la voix de toute chose. On en parlera plus en détail lundi, c'est aussi de la voix de toute chose. Mais les baleines ont fêté le retour de Joy Boy. Les baleines, comme le dit du coup le roi des mers, attendent et chantent le retour. Ils sont impatients de ce retour-là. Mais ils ont fêté la première double page, la toute première double page des Mugiwara quand ils entrent dans le Nouveau Monde. C'est la toute première, la première action quand ils entrent dans le Nouveau Monde. Ils sont accompagnés par une armada de baleines qui chantent de joie le retour de Joy Boy. Donc cette baleine en haut n'est pas forcément la boune, parce que les baleines ont joué un rôle, ou joueront même un rôle durant cette bataille. Ils ont joué un rôle durant la bataille du deuxième monde, ils joueront un rôle durant la bataille du troisième monde. Ils joueront ce rôle-là. Faut pas l'oublier, cet aspect-là. Par contre, il y a un point. Il y a un point qui est intéressant et j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire, vraiment. C'est qui la rencontre? Ils se rencontreront. À l'époque, tout le monde pensait que quand les rois des mers parlaient de cette rencontre, ils parlaient de Shirahoshi et de Luffy. Et il semblerait que non. Là, comme ça, le sentiment que j'en ai, c'est pas Shirahoshi et Luffy, cette rencontre. Donc de qui? De quelle rencontre est-ce qu'il parle? Il y a Luffy, c'est sûr, mais il doit rencontrer qui? Parce que durant le siècle oublié, ça s'est pas fait. Ils ne se sont pas rencontrés. Et là, ils se rencontreront. Et du coup, il y a le roi des mers qui en parlait aussi. Donc de qui est-ce qu'il parle? J'attends vos idées en commentaire. Faites-moi rêver. En tout cas, ce qui est sûr sur ces trois éléments-là et sur la traduction de Robin,
c'est clairement la guerre des mondes. C'est une seule guerre, 3 mondes. Une guerre qui traverse le temps. Et parmi cette guerre qui traverse le temps, il y a du coup une volonté qui ne meurt jamais. Parce que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. L'esclave qui a mangé ce fruit défendu dans le premier monde et qui a sauvé les siens, ou le membre de ce peuple élitiste qui a décidé d'apporter un soutien à ses esclaves, il avait une notion de liberté assez forte. Sa volonté n'est pas morte malgré des milliers d'années. Et Joy Boy a porté, Joy Boy deuxième du nom qu'on a rencontré durant le flashback de Egghead, brièvement, et lui porte aussi cette notion de liberté. Et il la porte coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et pareil pour Luffy. Pareil pour Luffy. Parce que du coup, grâce à ces hommes-là, le fruit du démon les a choisis. Et grâce à eux, on va avoir le droit à une bataille finale monstrueuse. J'espère que vous avez aimé cette review, que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous du coup lundi en live sur Twitch pour la théorie complète avec le frérot Ryo Sensei. Et elle sera disponible du coup sur YouTube mercredi qui suit. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis du coup à bientôt. Ah, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, donnez de la force. Merci à vous. Salut.